L'éclat de la Solarian, l'héritage des justes. Première partie, le mur de cendres. Pendant des millénaires, l'humanité, rebaptisée la Fédération Solarian, avait été contenue. Non pas par la force, mais par l'arrogance. L'hégémonie Xylos, la civilisation dominante de la galaxie d'Andromède, voyait les humains comme des éphémères turbulents trop rapides dans leur développement, trop émotionnels, mais intrinsèquement limités par leur besoin de respirer de l'oxygène et de ressentir des choses inutiles comme l'empathie. Pourtant, c'est cette même empathie et cette émotion qui devinrent notre plus grande arme. La flotte de l'arrogance. Le commandant Varktalan, seigneur de guerre de la 3e flotte Xylos, observait les vaisseaux humains défiler sur les écrans holographiques de son vaisseau amiral, le Dominion absolu. Ses 6 yeux cristallins, disposés en arc autour de son crâne chitineux, ne sciaient pas. Pour un Xylos, cligner des yeux était un signe de faiblesse émotionnelle. Des jouets sifflataient-ils dans la langue sèche et cliquetante de son espèce. Des insectes qui se croient des étoiles. Son second, Corvan, plus jeune et encore marqué par les cicatrices de promotion de la caste guerrière, inclina légèrement sa tête. Seigneur Vark, nos analystes indiquent une technologie de propulsion inhabituelle. Il semble capable de... Silence. La voix de Vark était comme le bruit d'une lame raclant du métal. J'ai conquis 47 systèmes. J'ai réduit en cendres les flottes des Varnes, des Ultari, même des orgueilleux Vestiens. C'est... Solarian. Il prononça le mot comme s'il crachait du venin. Ne sont que des primates qui ont appris à allumer un feu. Le mur de cendres fut le premier contact significatif. Une flotte xylo, composée de cuirassés gros comme des lunes mineures et armée de canons à distorsion spatiale, arriva sans sommation dans le système de Kepler 186. Leur ultimatum était simple, transmis sur toutes les fréquences, la reddition inconditionnelle et l'asservissement technologique. Dans la salle de commandement de la station orbitale Kepler Prime, le capitaine Marcus Miller regardait les 137 vaisseaux Xylo se déployer en formation de siège parfaite. Autour de lui, son équipage 23 âmes, certaines à peine sorties de l'académie retenaient leur souffle. « Capitaine » murmura la lieutenant Amaranova, ses doigts tremblant légèrement sur les commandes tactiques. « Ils nous demandent une réponse dans 5 minutes. » Après quoi, ils disent qu'ils vont. Elle déglutit. Vaporiser toutes nos installations civiles. Miller ferma les yeux un instant. Il pensa à sa fille, Maya, 8 ans, qui vivait dans la colonie de surface. Il pensa aux 3 millions d'âmes dans ce système. Puis il pensa à quelque chose que son instructeur à l'Académie Solarian lui avait dit, des années auparavant, un humain acculé ne se rend pas. Il devient dangereux. Lieutenant Nova, dit-il calmement, activez le protocole tempête. Elle le regarda, les yeux écarquillés. Capitaine, ça n'a jamais été testé en conditions réelles. Les simulations. Les simulations ne prenaient pas en compte 137 vaisseaux ennemis. Il sourit, un sourire triste mais déterminé. Nous n'avons plus le luxe de la prudence. Faites-le. Le saut dans le chaos. Le protocole Tempête était le fruit de 10 années de recherche dans les laboratoires secrets de la Fédération Solarian. Le saut quantique prédictif n'était pas simplement une technologie de voyage plus rapide que la lumière. C'était une arme. Les Xylos, avec leur pensée linéaire et déterministe, ne pouvaient concevoir l'idée que l'incertitude puisse être armée. Pour eux, un vaisseau était soit ici, soit là. Le concept de peut-être ici, peut-être là, jusqu'à ce qu'on regarde l'était philosophiquement répugnant. Mais les humains avaient appris à danser avec le chaos quantique. À bord du Dominion absolu, Vark observait avec satisfaction les vaisseaux solarians se regrouper en formation défensive. Pathétique. 23 petits croiseurs contre sa flotte. Ce serait terminé en quelques salves. Charger les canons à distorsion. Cible, la station orbitale. Nous allons leur montrer le coup de là. Les écrans devinrent blancs. Tous. Simultanément. Rapport. Aboya Vark. Seigneur, je ne comprends pas. Corvan pianotait frénétiquement sur ses commandes. Les vaisseaux solarians, ils sont partout.
Les capteurs indiquent qu'ils sont dans 153 positions différentes en même temps. C'est impossible. Ce que les Xylos ne savaient pas, c'est que le saut quantique prédictif permettait à un vaisseau d'exister dans un état de superposition pendant exactement 0,3 secondes. Assez longtemps pour que leur système d'armes calcule des trajectoires de tir depuis des positions qui n'existaient pas encore. Le premier coup frappa le dominion absolu par tribord. Sauf que le vaisseau qui avait tiré était, selon les lois de la physique classique, encore à 10 000 km de là. Le second coup vint d'une direction qui, une nanoseconde plus tôt, était de l'espace vide. Le troisième désintégra complètement un cuirassé Xylo qui n'avait même pas encore activé ses boucliers, parce que le vaisseau Solarian qui avait tiré était apparu littéralement à l'intérieur de leur périmètre défensif. Impossible! Hurla Vark, sa carapace craquant de fureur. Repositionnez la flotte. Activez les contre-mesures temporelles. Mais il n'y avait pas de contre-mesures. Les Xylos avaient construit leur empire sur la prédictibilité. Les Solarians venaient de transformer la bataille en un poème chaotique où chaque vers contredisait le précédent. En 36 heures, 47 cuirassés Xylos furent réduits en débris. Le reste de la flotte battit en retraite, leur système de navigation complètement débordé par une forme de guerre qu'ils ne comprenaient pas. Vark Talan, son vaisseau amiral endommagé mais encore fonctionnel, regarda les écrans afficher les épaves fumantes de son armada. Pour la première fois en 3 siècles de vie, il cligna des yeux. Tous les 6. Que sont-ils? Murmura-t-il. Sur Kepler Prime, le capitaine Miller s'effondra dans son siège, épuisé. Autour de lui, son équipage pleurait, criait, se serrait dans les bras les uns des autres. Ils avaient survécu. Contre toute attente, ils avaient survécu. Capitaine, dit Nova doucement, transmission entrante. De la Terre. C'est l'amiral Sharma elle-même. Le visage de Lena Sharma apparut sur l'écran, ses traits tirés mais ses yeux brillants de fierté. Capitaine Miller. Félicitations. Vous venez de changer le cours de l'histoire galactique. La Fédération mobilise toutes ses forces. Les Xylos viennent d'apprendre que les éphémères turbulents ont des dents. Miller salua faiblement. Amiral, avec tout le respect que je vous dois, je crois que nous venons de déclarer une guerre totale. Sharma sourit, un sourire sans joie mais déterminé. Non, capitaine. Nous venons de nous libérer. Le monde galactique fut stupéfait. Un seul système humain avait anéanti un tiers de la flotte de choc Xylo. L'ère de la suprématie humaine commençait, non par une soif de conquête, mais par une nécessité brutale de survie. Deuxième partie, le paradoxe du serment de fer. La guerre qui suivit fut rapide et sans merci, menée par les légions solarianes et leurs vaisseaux amiraux, les Vengeurs. Les Xylos se rendirent compte trop tard que l'humanité avait fait de l'imprévisibilité sa doctrine militaire. Un Xylo voyait une bataille comme une équation, si A plus B égale C, alors le résultat est inéluctable. Un humain, ou Solarian, voyait une bataille comme un poème épique, le résultat est créé par la volonté, l'improvisation et le sacrifice. Le dernier bastion. 93 jours après Kepler 186, la flotte Solarian arriva en orbite de Xylar Prime, le monde capital de l'hégémonie. C'était une planète froide, couverte de structures cristallines qui reflétaient la lumière de leur étoile bleue en milliards de fragments prismatiques. Belle, mais stérile. Les Xylos ne croyaient pas aux décorations inutiles comme les parcs ou les forêts. Vark Talan, désormais commandant déchu après la débâcle de Kepler, se tenait dans la salle du Conseil suprême. Autour de lui, les 10 archontes ou les dirigeants absolus de l'hégémonie le regardaient avec leurs yeux multiples, froids et calculateurs. « Vous avez échoué, dit l'archonte suprême Zalcris, sa voix dénuée de toute émotion. 47 vaisseaux. 47 victoires qui nous avaient coûté des siècles à forger. Perdues en moins de 2 cycles solaires. Les humains possèdent une technologie que nous ne comprenons pas, répondit Vark, sa carapace craquelée par les blessures de guerre. Ils violent les lois de la physique. Nos modèles prédictifs sont inutiles contre eux. Alors adaptez-vous. Je ne peux pas adapter ce qui est fondamentalement irrationnel, suprême. Ils ne pensent pas comme nous.
Ils ressentent leur décision. Zalcris inclina sa tête, un geste qui chez les Xylos signifiait le mépris absolu. Les émotions sont des dysfonctionnements cognitifs. Si les humains gagnent par l'irrationalité, alors nous les vaincrons par la logique supérieure. Vous êtes relevé de vos fonctions, Vark-Talan. Vous serez rétrogradé à la caste cathare. C'était une condamnation à mort sociale. Les cathares n'étaient rien, moins que rien. Des outils biologiques. Mais avant que Vark puisse répondre, les alarmes retentirent. Les écrans du conseil affichèrent une image qui glaça même le sang à base de silicone des archontes. 300 vaisseaux solariens venaient d'apparaître en formation parfaite autour de Xylar Prime. Et à leur tête, le vaisseau amiral Étoile de Justice, commandé par l'amiral Lena Sharma elle-même. La proposition impossible. La transmission vint directement dans la salle du conseil. Les Xylos n'utilisaient jamais de visage pour communiquer au trop émotionnel, mais ils ne purent s'empêcher d'afficher l'image de l'amiral Sharma sur leurs écrans. Elle était petite pour une humaine, vêtue d'un uniforme bleu sombre marqué des insignes de la Fédération. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière, et ses yeux, ses organes bizarres et humides qui semblaient toujours sur le point de fuir, les regardaient avec une intensité qui mettait les archontes mal à l'aise. « Archonte de l'hégémonie Xylo, dit-elle dans un galactique standard parfait, je suis l'amiral Lena Sharma, commandante suprême de la Fédération Solarian. Votre flotte de guerre est détruite. Vos défenses orbitales sont neutralisées. J'ai le pouvoir de réduire ce monde en poussière stellaire. » Un silence. Les archontes s'attendaient à ce qu'elle fasse exactement cela. C'était ce qu'ils auraient fait à sa place. « Mais je ne le ferai pas, continua Sharma. Parce que nous ne sommes pas vous. » Zalcris activa son communicateur. « Que voulez-vous, humaine? Un tribut? Des technologies? L'esclavage de nos castes inférieures. » Sharma secoua la tête lentement. « Je veux que vous compreniez quelque chose que vous n'avez jamais compris, la force sans justice n'est que de la brutalité. Vous avez construit un empire sur l'oppression, sur l'idée que la logique pure justifie toutes les cruautés. Vous vous êtes trompé. La moralité est subjective, répondit Zalcris froidement. Les lois de l'univers sont objectives. Nous avons choisi l'objectivité. Et pourtant, vous avez perdu. » La voix de Sharma était douce mais implacable. « Votre objectivité ne vous a pas préparé à affronter des êtres qui combattent pour plus qu'eux-mêmes. Mes soldats n'obéissent pas par crainte ou par logique. Ils se battent parce qu'ils croient en quelque chose de plus grand. » Elle marqua une pause, puis continua, « Je vais vous faire une offre que vous ne comprendrez probablement pas. L'hégémonie Xylo est dissoute à partir de maintenant. Vos flottes seront démantelées. Vos structures de caste seront abolies. Mais... » Elle se pencha légèrement vers la caméra. « Vos peuples seront protégés. Nourris. Éduqués. Nous n'exterminons pas. Nous élevons. » Vark-Talan, qui avait observé en silence dans un coin de la salle, sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Une sensation étrange, presque désagréable, qui ressemblait à de l'espoir. « C'est impossible, siffla Zalcris. Vous mentez. Aucune espèce ne fait cela. » Alors, dit Sharma avec un sourire triste, permettez-nous d'être les premiers. Le serment. La suprématie fut établie en moins d'un siècle. La flotte Xylo fut démantelée, leur monde d'origine occupé. Mais c'est ici que l'histoire se distingua. L'amiral Lena Sharma, debout sur la grande place de Xylar Prime devant des millions de Xylos rassemblés, eut une démonstration de force, mais aussi un acte de communication directe que les archontes n'auraient jamais osé faire, prononça les mots qui définiraient l'ère à venir. Le vent froid de Xylar Prime faisait claquer le drapeau de la Fédération derrière elle. À sa droite se tenaient les commandants des légions Solarian. À sa gauche, étonnamment, Vark-Talan, qui avait demandé à être présent. « Nous, filles et fils de Sol, commença Sharma, sa voix amplifiée par les systèmes sonores installés par l'armée d'occupation, avons prouvé notre force. Nous n'avons pas versé ce sang pour devenir le miroir de nos oppresseurs. Le fer de notre volonté a forgé notre victoire, mais l'or de notre cœur guidera notre paix. » Elle marqua une pause, regardant la foule de Xylos.
Certains la fixaient avec haine. D'autres avec confusion. Quelques-uns très peu avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. L'hégémonie Xylo est terminée. L'ère de la justice solariane commence. Nous ne vous gouvernerons pas comme des maîtres. Nous vous guiderons comme des égaux en devenir. Nous vous offrons ce que vous n'avez jamais offert à personne, une seconde chance. Vark, à côté d'elle, sentit sa carapace trembler. C'était impossible. Illogique. Et pourtant. Pourquoi? Le mot lui échappa avant qu'il puisse le retenir, transmis par son traducteur universel. Sharma se tourna vers lui, et pour la première fois, il vit vraiment ses yeux. Il y avait de la fatigue dedans. De la douleur. Mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose que les Xylo avaient depuis longtemps classé comme dysfonctionnement émotionnel numéro 47, la compassion. Parce que nous nous souvenons, dit-elle simplement. Nous nous souvenons de ce que c'est d'être appelé turbulent, d'éphémère, de dysfonctionnel. Nous nous souvenons de la peur. Et nous avons décidé que personne d'autre ne devrait ressentir cela si nous avons le pouvoir de l'empêcher. C'était le paradoxe que les autres races ne comprenaient pas, la plus grande force de combat de la galaxie était aussi son plus grand organisme de protection sociale. Troisième partie, l'usine de l'arme sur Qatar. Les Xylo étaient des êtres à sang-froid, logiques, dont la société était bâtie sur une structure de caste rigide. La caste inférieure, les Cathares, était réduite à l'esclavage industriel, travaillant sans fin dans des usines crachant de la fumée sans voir le soleil. C'était leur mode de vie, leur tradition, et les Xylo le justifiaient par leur faible quotient d'utilité. L'ingénieur et l'esclave. Jia Nakamura n'avait jamais vu quelque chose d'aussi déprimant que les usines de Qatar 7. Elle était ingénieure en chef de l'équipe de reconstruction Solarian, spécialisée dans les systèmes de vie. Pendant 20 ans, elle avait construit des habitats sur des lunes mortes, transformé des déserts en jardins, créé de la vie là où il n'y en avait pas. Mais rien ne l'avait préparée à ce qu'elle découvrit sur Qatar. Les usines s'étendaient sur des centaines de kilomètres, des structures grises et anguleuses qui vomissaient une fumée toxique dans une atmosphère déjà empoisonnée. À l'intérieur, des millions de Cathares travaillaient dans une obscurité presque totale, leurs corps adaptés après des générations de vie souterraine. Les Cathares étaient psychologiquement Xylo, mais des millénaires de malnutrition et de travail forcé les avaient transformés. Plus petits, plus fragiles, leur carapace était terne et craquelée. Ils ne possédaient pas de nom, seulement des numéros de série gravés dans leur chair à la naissance. Jia se tenait au bord de la ligne de production 447 Delta, regardant des dizaines de Cathares manipuler des métaux en fusion avec leurs mains nues. Leurs brûlures ne guérissaient jamais vraiment, ils portaient simplement leurs cicatrices jusqu'à ce que le travail les tue, généralement avant 40 ans. C'est de la torture industrialisée, murmura-t-elle à son assistant, Marcus Torres. Les Xylo appellent ça l'efficacité optimale, répondit Marcus, sa mâchoire serrée. Pas de système de sécurité, pas de pause, pas de soins médicaux. Juste, du travail jusqu'à la mort. Eh bien, dit Jia en déroulant ses plans sur une tablette holographique, ça s'arrête aujourd'hui. Le Qatar numéro 7743 qui n'avait jamais eu d'autre nom travaillait à la ligne 447 Delta depuis qu'il avait 6 ans. Maintenant, à 32 ans, il était considéré comme un ancien. Ses mains étaient des moignons brûlés et déformés, mais il pouvait encore manipuler les pinces de soudure. Il ne pensait plus vraiment. Penser faisait mal. Il existait dans un état de demi-conscience, son esprit aussi engourdi que son corps. Puis un jour, les machines s'arrêtèrent. Tous les Cathares de la ligne 447 Delta levèrent la tête, confus. Les machines ne s'arrêtaient jamais, sauf en cas de panne catastrophique. Et quand ça arrivait, les superviseurs Xylo punissaient tout le monde. Mais aucun superviseur ne vint. À la place, une créature étrange apparut. Elle était petite, avec une peau lisse et rose, des cheveux noirs attachés en queue de cheval, et 2 yeux, seulement 2, qui brillaient d'une lumière étrange. « Bonjour, dit-elle dans un galactique standard hésitant. Je m'appelle Jia. Je suis humaine. Et je suis ici pour vous aider. 7743 ne comprenait pas.
Aider n'était pas un concept qu'il connaissait. Si cette histoire d'humanité qui choisit la compassion face à la conquête résonne en vous, il y a beaucoup plus d'histoires de science-fiction et d'épopées galactiques qui vous attendent. Appuyez sur le bouton Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Maintenant, retournons à l'histoire et découvrons comment l'ingénieur J.A. Nakamura a transformé la vie des Cathares dans l'usine de l'arme. La transformation. Les ingénieurs solariens ne démantelèrent pas les usines. Ils les optimisèrent. J.A. et son équipe travaillèrent 20 heures par jour pendant 3 mois. Ils installèrent des systèmes de filtration d'air que les Xylos n'auraient jamais conçus pour une caste jetable. Ils réduisirent les heures de travail à un quart du temps, augmentant la production grâce à la robotique avancée, ce qui rendit les anciens superviseurs Xylos furieux d'avoir été si inefficaces pendant des millénaires. Mais surtout, ils installèrent des fenêtres. 7743 ne comprenait pas pourquoi l'humain insistait autant sur les fenêtres. Pourquoi faire ? Avait-il demandé dans son galactique rudimentaire. Pour voir le soleil, avait-elle répondu simplement. Le soleil. 7743 avait entendu parler du soleil dans les vieilles légendes cathares, des histoires que les plus anciens chuchotaient parfois dans l'obscurité. Une grande lumière dans le ciel. Mais il avait toujours cru que c'était un mythe. Le jour où les fenêtres furent installées, J.A. vint personnellement chercher 7743. Viens, dit-elle doucement. Je veux te montrer quelque chose. Il la suivit, méfiant. Ses jambes tremblaient et il n'avait pas marché plus de quelques mètres d'affilée depuis des années. J.A. remarqua sa difficulté et ralentit son pas. Ils arrivèrent à une grande ouverture dans le mur, là où il n'y avait eu auparavant que du métal gris. J.A. activa un mécanisme, et un panneau transparent glissa. La lumière entra. 7743 recula, ses yeux adaptés à l'obscurité au brûlant sous l'intensité. Mais J.A. posa doucement une main sur son épaule, un geste qu'aucun Xylo n'aurait jamais fait, et murmura « Attends. Laisse tes yeux s'adapter. » Lentement, très lentement, la douleur se transforma en quelque chose d'autre. 7743 cligna des yeux, encore et encore, et soudain. Il le vit. Le soleil rouge de Cathare, suspendu dans un ciel que 7743 n'avait jamais su qu'il existait. Des nuages de vraies formations vaporeuses qu'il avait seulement vues dans les vieux fichiers de données. Et l'horizon, s'étendant à l'infini, pas comme les murs gris qui avaient été toute sa vie. Quelque chose se brisa en lui. Pas physiquement. Quelque chose de plus profond. Des larmes, le premier signe d'émotion que les Cathares avaient réprimé depuis des générations, au coulèrent de ses yeux. C'est réel ? Murmura-t-il. J.A. sourit, et 7743 réalisa que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un sourire. Oui. C'est réel. Et maintenant, c'est à toi. Mais, je ne suis que 7743. Non, dit J.A. fermement. Tu n'es plus un numéro. Tu es une personne. Et chaque personne mérite de voir le soleil. Les instituts de découverte. Après la victoire, l'amiral Sharma ne se contenta pas d'imposer un traité de paix aux Xylos vaincus. Elle envoya des équipes de reconstruction sur Cathare et créa des instituts de découverte, offrant aux Cathares l'accès aux technologies, à l'histoire galactique et, pour la première fois, à une éducation non centrée sur le travail. 7743 qui choisit finalement le nom EKL après avoir appris que les humains avaient des noms qu'ils choisissaient eux-mêmes, fut parmi les premiers à s'inscrire. Il avait peur. Terriblement peur. Pendant 32 ans, on lui avait dit qu'il était inutile pour tout sauf le travail manuel. Qu'il était trop stupide, trop faible, trop rien. Mais J.A. était là, le premier jour de cours, avec d'autres instructeurs solariens. Nous allons commencer doucement, dit-elle. L'histoire de votre propre peuple. Savez-vous d'où viennent les Cathares ? Silence. Personne ne savait. Les Cathares n'avaient pas d'histoire, seulement un présent éternel de labeur. Les Cathares, continua J.A., étaient autrefois les architectes de Xylar Prime. Il y a 3000 ans, avant que l'hégémonie se forme, vous étiez la caste des bâtisseurs, des artistes, des rêveurs.
Les plus belles structures de votre monde natal ont été créées par vos ancêtres. Kael sentit quelque chose s'enflammer dans sa poitrine. Nous étions importants. Vous l'êtes toujours, répondit Jia. Vous avez toujours été important. Les Xylos vous ont menti. Ils vous ont volé votre histoire, votre dignité, votre avenir. Mais nous sommes ici pour vous les rendre. Le premier Cathare a soulevé son visage, le corps recouvert de poussière d'usine, et a regardé le soleil rouge de Cathare par une fenêtre propre fut un moment de bascule. Ce n'était pas de l'asservissement, ni même une simple libération. C'était un don de dignité. Et la galaxie, qui observait, commença à comprendre que quelque chose d'unique était en train de se produire. Quatrième partie, la réponse au cœur d'acier. Les races qui avaient observé la guerre de loin, les belliqueux Idariens, les marchands neutres Vorn s'attendaient à ce que les Solarians fassent ce que toute puissance dominante avait toujours fait, piller, taxer et imposer leur idéologie. Au lieu de cela, la Fédération Solarian imposa 3 règles simples à toute la galaxie. Le droit à l'existence, aucune espèce n'a le droit de déclarer la guerre d'annihilation ou de soumettre une autre espèce. Garantie par la flotte Solarian, la plus terrifiante du cosmos. L'échange juste, toute technologie, toute ressource, doit être échangée à un coût mutuellement convenu. Les monopoles sont interdits et sont garantis par les analystes économiques Solarians, redoutables négociateurs. Le devoir de l'avancement, chaque civilisation doit consacrer 10% de son excédent de production à l'aide et à l'éducation des civilisations moins développées. Garanti par les travailleurs humanitaires et les ingénieurs Solarians. 3 ans après la fin de la guerre, le grand hall de la Fédération sur Terre accueillait la première assemblée galactique. Des représentants de 47 civilisations étaient présents, certains par curiosité, d'autres par obligation, quelques-uns par peur. L'ambassadeur Crow des Idariens était du 3e groupe. Les Idariens étaient une race de guerriers, des êtres faits d'os renforcés et de muscles surdéveloppés qui avaient dominé leur secteur de la galaxie par la force brute pendant 2 millénaires. Crow lui-même mesurait 3 mètres de haut, sa peau était couverte de plaques osseuses naturelles, et ses 4 bras se terminaient par des griffes capables de déchirer l'acier. Il était assis difficilement, car les Idariens préféraient rester debout pour affirmer leur dominance dans une salle de conférence privée avec l'amiral Sharma. Entre eux, une simple table en bois de chêne terrestre. Rien d'autre. Pas de garde. Pas d'armes visibles. Crow trouvait cela perturbant. Amiral Sharma, commença-t-il dans son galactique guttural, je dois vous poser une question qui brûle dans l'esprit de chaque civilisation présente ici. Je vous écoute, ambassadeur. Sharma versa du thé un rituel terrien dans 2 tasses. Elle en poussa une vers Crow. Il regarda la tasse avec méfiance. Vous avez le pouvoir de tout prendre. Vos vaisseaux sont invincibles. Vos armes violent les lois de la physique. Vous avez vaincu les Xylos, qui étaient considérés comme la plus grande puissance militaire de la galaxie, en moins d'un demi-siècle. Il marqua une pause. Pourquoi donnez-vous au lieu de prendre? Sharma prit sa tasse, but une gorgée, et regarda Crow directement dans ses yeux noirs et perçants. Puis-je vous raconter une histoire, ambassadeur? Si cela répond à ma question. Il y a 150 ans, quand l'humanité a fait ses premiers pas hors de son système solaire, nous avons rencontré une petite station commerciale tenue par une espèce que nous appelons maintenant les Vescari. Ils étaient pacifiques, curieux de nous. Nous avons échangé des technologies, des histoires, de la culture. Elle sourit tristement. Puis les Xylos sont arrivés. Crow ne dit rien, mais son langage corporel montrait qu'il écoutait attentivement. Les Idariens communiquaient beaucoup par la posture. Les Xylos ont considéré les Vescari comme inefficaces. Trop émotionnels. Trop créatifs. Ils ont proposé un accord commercial qui était en réalité une annexion déguisée. Quand les Vescari ont refusé, Sharma posa sa tasse. Les Xylos ont détruit leur monde natal. 6 milliards de Vescari, exterminés en une journée. Nous étions trop faibles pour les arrêter. Nous avons juste regardé. Et c'est pour cela que vous êtes en guerre contre les Xylos? Demanda Crow. Non. Nous sommes entrés en guerre parce qu'ils ont menacé notre existence.
Mais la raison pour laquelle nous ne devenons pas comme eux. Elle leva les yeux vers lui. C'est parce que nous n'avons jamais oublié ce que nous avons ressenti ce jour-là. L'impuissance. La rage. La culpabilité de n'avoir rien pu faire. Elle se leva, marchant vers une grande fenêtre qui donnait sur la terre en contrebas. Vous me demandez pourquoi nous donnons au lieu de prendre. La réponse est simple, ambassadeur, nous nous souvenons de ce que c'est d'être faible. Nous nous souvenons de la terreur de regarder le ciel et de savoir qu'une force supérieure pourrait nous annihiler sans conséquence. Crow se leva également, ses articulations craquant. Mais vous n'êtes plus faible. Vous êtes la force supérieure maintenant. Exactement. Sharma se retourna vers lui. Et c'est précisément pourquoi nous devons être différents. Parce que nous savons ce que c'est d'être de l'autre côté. Nous savons que la vraie force devrait protéger, pas détruire. Je ne comprends pas, admit Crow, et c'était la première fois qu'un Zidarien avouait ne pas comprendre quelque chose. Dans ma culture, la force est tout. Le faible sert le fort. C'est la loi naturelle. C'est la loi de la survie, corrigea Sharma. Mais nous ne vivons plus dans un état de survie pure, ambassadeur. Nous vivons dans une civilisation. Et une civilisation se mesure non pas par la force de ses guerriers, mais par la manière dont elle traite ses plus vulnérables. Elle retourna à la table, mais ne se rassit pas. Vous voulez savoir le vrai secret de notre invincibilité? Ce n'est pas notre technologie. Les Xylos auraient pu développer le saut quantique s'ils avaient pensé différemment. Non, notre force vient du fait que nos soldats savent pourquoi ils se battent. Pour la conquête. Non. La voix de Sharma était douce mais ferme. Pour l'idée que personne ne devrait vivre dans la peur d'être exterminé simplement parce qu'il est différent ou plus faible. Nos soldats se battent pour un avenir où la guerre devient obsolète. Où la diplomatie remplace la domination. Où la coopération est plus rentable que le conflit. Crow resta silencieux pendant un long moment. Puis, vous êtes idéaliste. Nous sommes pragmatiques, répondit Sharma. Regardez les Xylos. Ils ont gouverné par la peur pendant des millénaires. Et où sont-ils maintenant? Leur empire s'est effondré en moins d'un demi-siècle parce que personne ne voulait vraiment se battre pour eux. Personne ne croyait en eux. Ils n'avaient que l'obéissance forcée. Elle s'approcha de Crow, levant les yeux vers lui où elle était si petite comparée aux géants zidariens. Mais nous? Nos alliés se battent avec nous parce qu'ils croient en ce que nous construisons. Les Cathares ne se sont pas rebellés après leur libération. Ils nous ont remerciés. Les Vornes, qui étaient neutres, nous ont offert leurs services commerciaux gratuitement pendant un an. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire galactique, quelqu'un a prouvé que la puissance peut être utilisée pour élever, pas pour écraser. Et si quelqu'un abuse de votre système? Demanda Crow. Si quelqu'un prend votre aide et vous attaque ensuite, alors nous nous défendrons. Sharma retourna à son siège. Nous ne sommes pas naïfs, ambassadeur. Nous avons la flotte la plus puissante de la galaxie pour une raison. Mais nous préférons ne jamais avoir à l'utiliser. Chaque bataille est un échec diplomatique. Chaque vie perdue est une tragédie, même celle de l'ennemi. Elle prit une profonde inspiration. Vous m'avez demandé pourquoi nous donnons. Voici ma réponse complète, nous ne sommes pas supérieurs par notre puissance de feu, ambassadeur. Nous sommes supérieurs parce que nous avons compris le coût du vide. Le coût du vide? Répéta Crow. Regardez les ruines des Xylos. Ils ont gagné tous les combats de leur histoire, mais ils ont perdu l'unique chose qui compte, la raison d'être. Ils ont créé un empire vide, sans amour, sans créativité, sans joie. Juste de la logique froide et de l'efficacité. Et au final, qu'ont-ils construit? Des usines de mort et des populations qui les haïssaient. Sharma se pencha légèrement en avant. Nous nous souvenons de ce que nous avons ressenti en tant que turbulents éphémères. Nous nous souvenons de la peur, de la soif de justice. Si nous ne construisons pas le meilleur avenir pour tout le monde, alors nous n'avons rien gagné du tout. La suprématie n'est pas le pouvoir de dominer.
C'est le pouvoir d'aider. Crow fixa Sharma pendant un long moment. Puis, dans un geste qui choqua tous les observateurs idariens qui regardaient via les caméras de sécurité, il s'agenouilla à une position que les idariens prenaient seulement devant ceux qu'ils considéraient comme des maîtres spirituels. « Vous avez raison, amiral Sharma, dit-il, et sa voix portait une nuance que peu d'humains avaient entendue dans un accent zidarien, du respect sincère. Nous, zidariens, avons toujours cru que la force physique était la seule mesure de valeur. Mais vous nous avez montré qu'il existe une force plus grande, la force de caractère. La force de choisir la compassion quand la cruauté serait plus facile. » Il se releva. « Je retournerai à mon peuple et leur dirai que nous avons rencontré quelque chose que nous ne pensions pas possible, des guerriers qui se battent non pour eux-mêmes, mais pour l'idée que tous méritent de vivre libres. » Sharma sourit, et cette fois, c'était un sourire sans tristesse. « Bienvenue dans l'ère solariane, ambassadeur. » C'était le cœur d'acier, mais un acier forgé non pas dans la haine, mais dans la mémoire de la vulnérabilité passée. L'humanité était devenue la puissance dominante non pas parce qu'elle était la plus forte, mais parce qu'elle était la seule à se soucier de ce que la galaxie ferait de sa propre force. 5e partie, l'épreuve du pardon. 5 ans après la fin de la guerre, la paix semblait établie. Les Cathars avaient leurs propres représentants dans les assemblées galactiques. Les anciens mondes Xylo se reconstruisaient sous la supervision Solarian. La galaxie respirait. Mais la paix, comme Sharma l'avait toujours su, était fragile. La conspiration de l'ombre. Vark-Talan se tenait dans une salle secrète, profondément enfouie sous la surface de Xylar Prime. Autour de lui, 12 autres Xylos, tous d'anciens commandants militaires, tous déchus de leur statut après la défaite. Ils nous ont humiliés, sifflait le commandant Zorket, ses yeux multiples brillant de rage contenue. Ils ont détruit notre hégémonie. Ils nous ont forcés à libérer les Cathars, à abandonner notre structure sociale parfaite. Et pourquoi? Pour leur compassion pathétique? Les autres murmurèrent leur accord. Mais Vark resta silencieux. Vark-Talan, continua Zorket, tu étais là. Tu as vu leur amiral prononcer ce serment ridicule. Tu as vu comment ils nous traitent comme des enfants qui doivent être rééduqués. N'es-tu pas furieux? Vark pensa à la fenêtre qu'il avait vue installée dans une usine Cathar. Il pensa au visage de l'amiral Sharma quand elle avait dit « Nous nous souvenons ». Il pensa au Cathar Kael, il s'appelait maintenant et qui lui avait souri en le croisant dans la rue, sans peur, sans haine. « Je suis confus », admit finalement Vark. « Confus ?» Zorket cracha le mot. « Il n'y a rien de confus. Nous avons perdu. Ils ont gagné. Selon toute logique, ils devraient nous exterminer ou nous asservir. Au lieu de cela, ils nous aident. C'est une faiblesse. Et nous allons l'exploiter. » Comment? Demanda un autre conspirateur. Les humains ont une chose qu'ils chérissent plus que tout, leur colonie civile. Ils ont construit des centaines de stations dans des systèmes qu'ils considèrent comme sûrs. Pas de défense militaire majeure. Juste des familles, des enfants, des rêveurs. Zorket sourit, un geste qui chez les Xylos ressemblait plus à une grimace. Nous allons frapper 10 de ces stations simultanément. Nous allons montrer à la galaxie que la compassion des Solarians n'est qu'une illusion. Nous allons les forcer à révéler leur vraie nature, des conquérants déguisés en sauveurs. Et si ça ne marche pas? Demanda Vark doucement. Alors nous mourrons en guerriers, pas en esclaves libérés. Zorket le fixa. Es-tu avec nous, Vark-Talan? Ou as-tu été contaminé par leur faiblesse émotionnelle? Vark regarda les visages autour de lui. Des êtres qui avaient perdu tout ce qu'ils connaissaient. Qui ne comprenaient pas ce nouveau monde où la force était tempérée par la justice. J'ai besoin de réfléchir, dit-il finalement. Tu as 3 jours, répondit Zorket. Après ça, nous agissons. Avec ou sans toi. Le choix impossible. Vark marcha dans les rues de Xylar Prime, sa carapace craquelée camouflée sous un manteau ou une mode humaine que certains Xylos adoptaient maintenant, à sa grande stupéfaction. La ville avait changé.
Les structures cristallines austères étaient maintenant ornées de jardins suspendus, une innovation cathare. Des cathares et des xylos marchaient côte à côte, certains même en conversation. Cela aurait été impensable il y a 5 ans. Il passa devant un institut de découverte où des jeunes cathares apprenaient l'astronomie. Par la fenêtre, il vit un instructeur humain, J. Nakamura. Il reconnut son visage des rapports montrant une projection holographique de la galaxie d'Andromède, ses mains traçant des lignes lumineuses entre les étoiles. Les jeunes cathares écoutaient avec une fascination que Vark n'avait jamais vue chez aucun membre de cette caste. L'un d'eux, Kael, peut-être, posait une question, et J.A. riait, un son étrange et mélodieux que les xylos ne produisaient jamais. Vark s'arrêta. Il observa cette scène pendant longtemps. Puis il prit sa décision. La trahison inversée. 3 jours plus tard, Vark se présenta au quartier général de l'administration Solarian. Les gardes des humains armés mais étonnamment détendus le fouillèrent et l'escortèrent jusqu'au bureau de la gouverneure régionale, le colonel Sarah Mitchell. Commandant Vark Talant, dit Mitchell en levant les yeux de ses rapports. C'est une surprise. Que puis-je faire pour vous? Je dois parler à l'amiral Sharma, dit Vark sans préambule. Immédiatement. C'est une question de sécurité galactique. Mitchell étudia son visage ou plutôt sa carapace, car les xylos n'avaient pas vraiment d'expression faciale humaine. Mais elle vit quelque chose dans ses yeux. De l'urgence. De la peur. Elle est sur Terre en ce moment, mais je peux établir une connexion sécurisée. C'est si grave? Des vies sont en jeu, répondit Vark. Des millions. Peut-être des milliards. 10 minutes plus tard, le visage de Sharma apparut sur l'écran holographique. Commandant Vark Talant, dit-elle calmement. Le colonel Mitchell m'informe que vous avez des... Vark prit une profonde inspiration à un réflexe humain qu'il avait inconsciemment adopté. Amiral, il y a un complot. D'anciens commandants xylos préparent une attaque contre 10 colonies civiles Solarian. Ils veulent vous forcer à réagir avec violence, à prouver que votre compassion n'est qu'une façade. Le silence qui suivit était lourd. Mitchell avait porté sa main à son arme. Les autres officiers dans la salle s'étaient figés. Continuez, dit Sharma, sa voix toujours calme, mais ses yeux s'étaient durcis. Vark donna tous les détails, les noms des conspirateurs, leurs cibles, leur calendrier, leur méthode. Il trahit son espèce ou du moins, c'est ce que Zorket dirait. Quand il eut fini, Sharma le regarda pendant un long moment. Pourquoi? Demanda-t-elle finalement. Pourquoi nous avertir? Ce sont vos compatriotes. Votre peuple. Vark pensa aux fenêtres. Au sourire des cathares. À la leçon d'astronomie qu'il avait vue. Parce que vous aviez raison, dit-il simplement. L'hégémonie a construit un empire vide. Nous avons gagné des batailles mais perdu notre âme. Vous nous offrez quelque chose que nous n'avons jamais eu, un but qui va au-delà de la domination. Il marqua une pause. Je ne veux pas que cette chance soit détruite par ceux qui ne peuvent pas voir au-delà de leur orgueil blessé. Si Zorket réussit, vous serez forcé de répondre avec violence. Et peut-être que cette violence vous changera. Vous deviendrez ce que vous avez vaincu. Sharma hocha la tête lentement. Merci, commandant. Vous venez de sauver des millions de vies. Elle se tourna vers Mitchell. Colonel, mobilisez les équipes d'intervention. Arrestation, pas d'exécution. Je veux chaque conspirateur vivant et en sécurité. Vivant? Demanda Mitchell, surprise. Vivant, confirma Sharma. Parce que nous ne sommes pas des exécuteurs. Nous sommes des juges. Et la justice nécessite un procès équitable. Le procès. Le procès de Zorket et des autres conspirateurs devint l'événement le plus médiatisé de l'histoire galactique. Des milliards d'êtres à travers des dizaines de systèmes regardèrent les proceedings. Les conspirateurs étaient accusés de tentative de génocide, une accusation qui, selon les lois Solarian, pouvait mener à une exécution ou à un emprisonnement à perpétuité. Mais ce qui choqua la galaxie, ce fut la défense. L'amiral Sharma elle-même témoigna non pas pour l'accusation, mais pour fournir un contexte.
Ces individus, dit-elle en regardant Zorket et les autres, ont vécu toute leur vie dans un système qui leur enseignait que la force est la seule valeur. Que la compassion est une faiblesse. Que dominer est naturel. Puis, en moins d'un demi-siècle, tout ce en quoi ils croyaient a été détruit. Non pas par la force supérieure à ce qu'ils auraient compris, mais par une philosophie qu'ils considéraient comme absurde. Elle marqua une pause. Je ne justifie pas leurs actions. Ce qu'ils ont tenté est monstrueux. Mais je demande à cette cour de considérer quelque chose, sont-ils des monstres par nature, ou sont-ils des victimes d'un système qui a fait d'eux des monstres? Zorket, qui jusqu'alors avait gardé un silence arrogant, leva soudainement la tête. Ne me défends pas, humaine. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, répondit Sharma calmement. C'est de la compréhension. Il y a une différence. Le verdict fut rendu après 3 jours de délibération. Les conspirateurs furent reconnus coupables, mais au lieu de l'exécution ou de l'emprisonnement perpétuel, ils reçurent une sentence inhabituelle, 20 ans de service communautaire dans les colonies qu'ils avaient tenté de détruire, suivie d'une réévaluation psychologique. Vous vivrez parmi ceux que vous avez voulu tuer, dit le juge ou une humaine nommée Keiko Tanaka. Vous verrez leurs visages. Vous entendrez leurs histoires. Vous comprendrez ce que vous avez failli détruire. Et peut-être, juste peut-être, vous comprendrez pourquoi nous choisissons la compassion. Zorket cracha littéralement sa réponse. Je préférerais mourir. C'est votre problème, répondit Tanaka. Vous voyez encore la mort comme une échappatoire. Nous voyons la vie comme une opportunité. Vous allez apprendre la différence. L'épilogue d'un empire. 15 ans plus tard, dans une petite colonie de Kepler 186, le même système où tout avait commencé, un vieil humain nommé Marcus Miller, maintenant retraité, cultivait un jardin. Un xylo âgé s'approcha, sa démarche un peu hésitante. C'était Zorket, sa carapace maintenant portant les marques du temps et du travail. Miller, dit Zorket dans un galactique beaucoup plus fluide qu'avant. J'ai terminé la réparation du système d'irrigation du secteur nord. Miller leva les yeux et sourit. Excellent travail, Zor. Les jeunes pousses ont vraiment besoin d'eau cette saison. Zorket regarda les plantes des fleurs terriennes mélangées à des variétés xylo. Je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. Quand j'ai été envoyé ici, je pensais que c'était une torture. Vivre parmi vous, travailler avec mes mains, voir vos visages chaque jour. Il marqua une pause. J'avais raison. C'était une torture. Mais pas pour les raisons que je croyais. Miller posa son outil. Explique-moi. C'était une torture de réaliser à quel point je m'étais trompé. À quel point l'hégémonie s'était trompée. Vous m'avez forcé à voir que les éphémères turbulents que nous méprisions étaient plus vivants que nous ne l'avons jamais été. Zorket baissa la tête. Je t'ai haï pendant 5 ans. Puis j'ai commencé à te comprendre. Maintenant. Il fit un geste qui, chez les xylos, était l'équivalent d'un haussement d'épaule. Maintenant, je ne sais plus ce que je ressens. Mais ce n'est plus de la haine. Miller se leva et posa une main sur la carapace de Zorket, un geste qu'il n'aurait jamais osé 15 ans auparavant. C'est ce que nous appelons la croissance, mon ami. Et c'est tout ce que nous n'avons jamais demandé. Zorket regarda le jardin, les fleurs de 2 mondes différents poussant côte à côte, se nourrissant de la même terre, buvant la même eau. Peut-être, dit-il lentement, que votre serment de fer n'était pas si absurde après tout. Miller rit. Peut-être. Épilogue, l'éclat éternel. 100 ans après la bataille de Kepler 186, la galaxie d'Andromède était méconnaissable. Les guerres n'avaient pas disparu, la nature est imparfaite, mais elles étaient rares. Les conflits se résolvaient maintenant par la diplomatie, la négociation, et parfois, par l'intervention de la flotte Solarian qui servait de force de maintien de la paix. Les Cathares avaient leur propre vaisseau maintenant, construit selon des principes d'ingénierie qu'ils avaient eux-mêmes développés. Kael, le Cathare qui avait vu le soleil pour la première fois, était devenu l'ambassadeur en chef de son peuple. Il travaillait aux côtés d'anciens oppresseurs xylos, non pas par obligation, mais par choix.
Vark-Talan, celui qui avait trahi sa propre conspiration pour sauver l'idéal Solarian, était devenu un professeur respecté à l'Institut de justice galactique sur Terre. Il enseignait l'histoire de l'hégémonie Xylo non pas pour la glorifier, mais pour s'assurer que personne n'oublie les erreurs du passé. Et l'amiral Lena Sharma, maintenant âgé de 123 ans grâce aux technologies de prolongation de vie, se tenait sur le balcon de sa résidence sur Terre, regardant les étoiles. Elle pensait aux Veskari, le peuple qui avait été exterminé avant que l'humanité puisse les sauver. Elle pensait à tous les combats, à toutes les vies perdues pendant la guerre contre les Xylos. Elle pensait aux cicatrices qui ne guérissent jamais vraiment. Valait-il le coup? Murmura une voix derrière elle. Elle se retourna. C'était Marcus Miller, lui aussi âgé, ses cheveux complètement blancs maintenant. Le serment de fer, clarifiait-il. Tout ce que nous avons sacrifié pour construire ce monde où la compassion est aussi forte que l'acier. Valait-il le coup? Sharma regarda à nouveau les étoiles. Quelque part là-haut, un vaisseau Qatar naviguait vers une nouvelle colonie. Quelque part, un Xylo et un humain travaillaient ensemble pour résoudre un problème d'ingénierie. Quelque part, un enfant de n'importe quelle espèce pouvait regarder le ciel et rêver d'un avenir sans peur. Oui, dit-elle simplement. Chaque goutte de sang. Chaque larme. Chaque moment de doute. Oui, ça valait le coup. Miller sourit et leva son verre, un toast silencieux à l'avenir qu'ils avaient construit. L'éclat de la Solarian n'était pas la lumière d'un canon, mais la chaleur d'une étoile qui réchauffe tous les mondes en dessous. Et cette lumière, forgée dans le feu de la guerre mais tempérée par la sagesse de la compassion, brillerait pour les millénaires à venir. Car la plus grande victoire n'est pas de vaincre son ennemi. C'est de transformer son ennemi en ami. C'est de construire un monde où la force sert la justice, où le pouvoir protège les vulnérables, où la suprématie signifie la responsabilité, pas la domination. C'était l'héritage des justes. Et c'était éternel. Fin.